Bonjour à tous et à tous et merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Alors, comme ce qui a été dit, donc effectivement, moi je vais poser la question de la place de la personne vulnérable dans l'implication, la création de son espace de vie à partir de ce thème que j'ai abordé dans ma thèse de doctorat que j'ai soutenue l'année dernière et qui portait sur les nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées. Alors, je vais tenter de répondre aux questions suivantes. Donc, comment dans ces formules, les acteurs de terrain, qui sont parfois des personnes vieillissantes elles-mêmes, œuvrent donc pour favoriser la participation sociale, l'intégration, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi beaucoup l'inclusion, et le maintien d'une certaine maîtrise de son lieu de vie. Alors pour apporter un petit peu des données de cadrage, je vais dans un premier temps donc définir les nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées, en revenant brièvement sur leur histoire, sur les enjeux auxquels les porteurs de projets visent à répondre, et sur les formes que peuvent prendre les différentes initiatives. Je vais présenter aussi de manière non exhaustive certaines des particularités des approches qui sont mobilisées dans les nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées. Et dans un troisième temps, j'évoquerai les limites que j'ai pu identifier qui sont propres à ces formules résidentielles. Alors, quand on parle de nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, il y a un véritable engouement autour de ces modèles-là qui intéressent beaucoup, donc à la fois les politiques publiques, à la fois les acteurs de terrain, à la fois les médias, le grand public et les personnes âgées elles-mêmes, parce que ce sont des modèles qui semblent répondre, en tout cas, à certains des enjeux éthiques qui sont posés par le vieillissement de la population. Puisque ce sont des modèles qui semblent être particulièrement représentatifs d'un modèle de vieillissement qui soit à la fois intégré, participant et actif, qui est aujourd'hui un modèle de vieillissement qui est aujourd'hui largement véhiculé par les politiques publiques et véhiculé par une partie des nouvelles générations de retraités. On voit donc se développer à l'échelle du territoire national, mais aussi européen et international, une nouvelle offre résidentielle qui répond à ces caractéristiques. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées? Alors, on les qualifie souvent de nouvelles, alors qu'en réalité, elles sont relativement anciennes, puisque les premières initiatives de ce type datent des années 60-70, avec tout d'abord l'apparition des centres de jour et des accueils temporaires qui étaient initialement conçus comme des espaces de transition entre le domicile et l'institution, entre le domicile et l'hôpital. Dans les années 70, il y a eu tout le courant, tout le mouvement des petites unités de vie, donc les premiers appartements partagés, les domiciles collectifs, les premiers cantous aussi, qui visaient à repenser l'accueil et l'hébergement de publics âgés en situation de fragilité diverses, que ce soit de type économique, physique ou cognitif. Parallèlement, il y a eu une seconde vague d'habitat un petit peu différent dans les années 2000. C'est ce qu'on a appelé les habitats intermédiaires qui se sont diffusés dans les années 2000. Donc je pense ici à tout ce qui est résidence-service qui existait déjà dans les années 80 mais qui se sont démocratisés à partir des années 2000. On les appelle les habitats-services. Il y a les habitats intergénérationnels, les béquinages, les habitats solidaires, les habitats autogérés, qui étaient lors de leur apparition et qui sont toujours aujourd'hui, pour une majorité d'entre eux d'ailleurs, plutôt destinés à des personnes à l'autonomie maîtrisée, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours indépendantes pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne. Donc ça, c'était pour la genèse. Ensuite, pour dire quelques mots sur ce qui caractérise ces formules résidentielles, donc on peut dire qu'elles s'inscrivent dans une logique du ni, donc ni établissement, ni domicile. Et en fait, elle se situe au carrefour de ces deux logiques. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle vise à faire bouger les lignes en inventant de nouveaux espaces et de nouvelles modalités d'accueil et d'accompagnement. Dans la continuité de ce que je viens de dire, je pense que schématiquement, on peut relever 3 éléments déterminants qui peuvent expliquer ce qui motive les acteurs de terrain à créer un projet innovant. Alors, premièrement, c'est le fait de vouloir se distancier de la maison de retraite traditionnelle, ou en tout cas de la prise en charge institutionnelle,
qui, en dépit de toutes les orientations politiques en faveur de leur modernisation et de leur humanisation, reste toujours associée à un mouroir, un environnement trop contraignant, un environnement qui est soumis à d'importantes contraintes budgétaires et humaines qui ne permet pas aux soignants d'effectuer leur travail selon les consignes de bientraitance et de respect de la personne, ce qui explique et ce qui a notamment été pointé du doigt lors de la récente crise des EHPAD depuis janvier 2018. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une volonté aussi de dépasser les limites du domicile ordinaire, puisque même si le maintien à domicile est plébiscité à la fois par les politiques publiques et par les personnes vieillissantes elles-mêmes, c'est un dispositif qui comporte des limites aussi, puisque vieillir chez soi peut générer des situations d'isolement social et un sentiment de solitude, surtout lorsque le logement est mal adapté à l'avancée en âge. Il peut être générateur d'inégalités sociales aussi, puisque la possibilité de rester chez soi peut être limitée par le niveau de ressources, la disponibilité des aidants informels et des services d'aide et de soins à domicile qui sont inégalement répartis sur le territoire. Enfin, ça pose la question de l'après, puisque en fonction des situations, et dans certains cas, l'institution médicalisée, donc l'EHPAD, devient l'ultime recours, la seule solution qui reste envisageable. Donc ça, c'était pour le deuxième élément moteur qui favorise la création d'un nouvel habitat ou d'un nouveau projet. Troisième élément moteur que j'ai envie de citer, c'est la volonté des acteurs de s'adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes des personnes âgées, dont les profils tendent à évoluer et à se diversifier. Je pense notamment ici aux générations dites du baby-boom, qui tendent à bouleverser les modes de vie et les habitudes résidentielles des populations âgées. Alors, un autre des traits saillants des habitats, des nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées, c'est le fait qu'ils sont très diversifiés, ils sont caractérisés par une très forte hétérogénéité, que ce soit au niveau des acteurs qui les mettent en place, des publics à qui ils s'adressent, des appellations aussi qui les définissent et des besoins auxquels ils visent à répondre. C'est donc une offre qui est particulièrement variée et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'il y ait autant d'études, de rapports et de recherches différentes sur le sujet, qui ne tombent pas nécessairement non plus sur les mêmes résultats. Alors pour ma part, dans le cadre de ma thèse, moi j'ai abordé la question des nouvelles formes d'habitat qui s'adressent à des personnes âgées identifiées comme fragiles et dépendantes, ce qui, donc je tiens à le préciser, ne constitue pas la majorité des modèles existants, malgré ce qu'on peut penser ou malgré ce que parfois on nous laisse penser à ce sujet. Donc moi, dans cette intervention, je vais parler de ces habitats-là, des habitats que j'ai nommés des habitats alternatifs. Alternatifs parce que ce sont des modèles qui, au sens propre du terme, visent à se substituer donc à la maison de retraite médicalisée, donc à l'EHPAD. Alors, dans la suite de cette intervention, je me centrerai principalement sur certains des traits caractéristiques que l'on peut retrouver dans les habitats alternatifs qui se destinent aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs de type Alzheimer. Parce que, alors même s'il y a énormément de modèles différents et une diversité dans les formules qui sont proposées, on trouve quand même des similitudes entre les différents modèles que je vais maintenant présenter. Alors la première chose que l'on retrouve dans les habitats alternatifs, c'est cette volonté de recréer un environnement comme chez soi, donc un environnement qui s'inspire du domicile ordinaire. Et ça se met en place dans une prise de distance avec l'institution, comme je disais tout à l'heure. Alors par exemple, il y a beaucoup de porteurs de projets qui insistent sur le choix des mots pour dire les lieux et pour dire les personnes qui y résident. Donc, par exemple, les modèles s'appellent des domiciles partagés ou des domiciles protégés. Ils s'appellent des colocations, des habitats. Et lorsqu'ils sont de grande taille, comme c'est le cas parfois, ils sont nommés des villages. De même, le terme de résident, généralement, est proscrit. Parce qu'on ne parle pas de résidents, mais on parle de colocataires ou d'habitants d'appartements ou de locataires aussi. C'est inscrit dans la charte de certains projets. On ne parle pas non plus de transfert, on parle de déménagement. Alors ça, c'est une chose. Sinon, la volonté de recréer
un chez-soi ou un environnement comme chez soi est visible aussi dans l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, puisque bon, les lieux se composent d'espaces privés et d'espaces partagés, et de manière, ce qui est finalement assez typique de ce qu'on peut retrouver dans une maison de retraite classique, sauf que là, il y a un vrai travail qui a été fait pour créer un chez-soi qui soit viable à plusieurs et qui soit chaleureux et convivial. Alors, ce qui transparaît justement quand on étudie ce type de structure-là, c'est que ce sont généralement des lieux de petite taille. Alors, parmi les formules que moi j'ai pu visiter dans le cadre de ma thèse, la capacité d'accueil variait entre 5 et 8 habitants. Alors, au-delà de ça, les espaces intérieurs et extérieurs sont banalisés. Alors, ce matin, on disait qu'il y avait une volonté de faire une vraie maison. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les bâtiments se fondent dans le décor et ressemblent à des maisonnées ordinaires. Et il y a une intention de vouloir gommer tout ce qui pourrait renvoyer de manière trop explicite à l'imagerie de l'hôpital ou de l'institution. Les habitats alternatifs, donc comme j'ai dit à un moment dans mon intervention, s'adressent à des personnes âgées qui sont identifiées comme fragiles ou dépendantes, ce qui fait que ce n'est pas uniquement des lieux de vie, c'est aussi des lieux de soins, même si le soin est discret et a vocation à être délicat et le plus invisibilisé possible. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a un personnel soignant qui est présent continuellement sur les lieux, un personnel soignant qui est souvent un personnel soignant non médical. Donc, généralement, ce sont des auxiliaires de vie. Et ce qu'on note à ce propos, c'est qu'il y a une certaine cohérence entre la structuration de l'espace et l'organisation de la prise en charge et l'approche de la personne. Donc, il y a vraiment cette volonté de mettre en place des environnements qui soient comme chez soi, où les personnes sont accompagnées comme dans une famille. Et ce thème de la famille, il est récurrent et assez prédominant dans les habitats alternatifs parce qu'on le retrouve partout. Alors concrètement, comment ça se traduit ? Ça se traduit donc par plusieurs éléments. Alors, il y a d'abord, donc je parlais de cette volonté d'invisibiliser le soin. Donc ça se voit déjà au niveau des tenues des aides-soignants, qui sont des tenues ordinaires. Donc c'est pas des blouses de travail, c'est vraiment des vêtements ordinaires, des vêtements du quotidien. Ça se traduit aussi par une absence de rotation entre les équipes, puisque les soignants interviennent généralement dans un même lieu, aux mêmes horaires et auprès des mêmes habitants. Il y a cette absence de rotation, mais il y a aussi cette polyvalence des tâches, parce que les soignants s'occupent de l'aide à la vie quotidienne, mais aussi de l'entretien du linge et des locaux, des courses hebdomadaires et de la préparation des repas. Et on peut dire qu'ils tiennent le rôle de maître ou de maîtresse de maison. Alors, ce qu'on remarque également, c'est l'effectif assez important du personnel qui est sur place. Alors, pour illustrer, je vais prendre pour exemple un modèle que vous connaissez peut-être, c'est le modèle des domiciles partagés, qui est donc un dispositif de colocation pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est un dispositif qui est au nombre de 40 dans le Morbihan, et chacune de ces 40 colocations compte 8 colocataires. Le personnel d'accompagnement, donc non médical, est présent 24 heures sur 24 sur les lieux. Il y a 7 auxiliaires de vie en tout, 5 qui officient durant la journée et 2 qui officient la nuit, qui relayent le personnel de jour. Alors, une telle organisation de la prise en charge et de l'accompagnement n'est pas anodine, donc elle est pensée, comme je disais, en cohérence avec l'atmosphère de convivialité et de familiarité qui est recherchée, mais elle relève aussi d'un parti pris qui est celui de sortir d'une logique de travail qui ne tienne compte que de l'aspect soin et donc uniquement des gestes d'expertise technique pour développer une approche plus relationnelle des personnes. Donc les porteurs de projets insistent généralement sur le fait qu'il est important d'avoir la possibilité de prendre le temps d'être avec les personnes, de les connaître, pour éviter de passer à côté des gens. C'est important, ce qui est expliqué, c'est que c'est important pour respecter la singularité des rythmes et des parcours individuels, mais aussi pour apprendre à communiquer avec l'autre, apprendre à comprendre les besoins, ces besoins qui sont parfois difficilement déchiffrables. En fait, cette méthodologie d'accompagnement qui s'appuie donc sur une approche plus relationnelle, ça permet, donc selon les acteurs de terrain, de mieux agir et finalement de mieux accompagner. Alors, au-delà de ce dont je parlais
au-delà des termes employés pour dire les lieux et les habitants, au-delà aussi de la particularité de l'accompagnement et de l'organisation de cet accompagnement, il y a un autre élément qui me semble important dans les habitats alternatifs et qui ressort quand on les étudie, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour favoriser donc, le lien social et le maintien des réseaux relationnels. Alors cette intégration, elle est favorisée par la banalisation des espaces intérieurs et extérieurs. Donc j'en parlais précédemment pour expliquer que cette banalisation était un moteur pour recréer un environnement comme chez soi, mais ça ne sert pas uniquement à ça, puisque ça sert aussi à éviter une forme de ségrégation spatiale, donc pour éviter qu'un espace ne soit associé à une maladie, à une catégorie d'âge ou à un type de dépendance. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que généralement, les habitats alternatifs se situent au centre de la vie d'un village ou d'un quartier, souvent également à proximité de l'ancien lieu de résidence des usagers, donc pour favoriser le lien social et l'intégration, pour permettre aux personnes de garder les repères d'un environnement familier, donc celui du quartier ou du village que l'on connaît, de mobiliser ou de remobiliser des réseaux relationnels déjà existants ou en créer de nouveaux via la mise en place de projets intergénérationnels ou l'implication d'associations de proximité. Alors dans certains cas, cet ancrage dans la vie locale est au cœur de l'approche d'accompagnement qui est imaginée par certains projets. C'est le cas notamment d'un projet que j'ai suivi qui s'appelle le projet A2MG. Alors schématiquement, pour faire court, c'est un projet d'habitat autogéré donc, qui est issu de la société civile, qui a été initié par des proches aidants en milieu rural en 2006. Alors il a été mis en place à l'origine pour éviter l'installation en maison de retraite de la mère de la fondatrice, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et progressivement, donc ce projet qui était au départ un projet isolé, qui ne concernait que la famille, est devenu un dispositif d'aide solidaire destiné à toutes les personnes vieillissantes de la commune. Alors, sans rentrer dans les détails et pour lister un petit peu l'ensemble des actions qui ont été menées par A2MG, alors il y a eu une aide au réaménagement du domicile des habitants ou de certains habitants du village pour qu'ils soient plus adaptés à l'avancée en âge. Il y a eu la mise en place de cohabitation aussi chez l'habitant, dans le domicile réaménagé des habitants sous forme d'accueil temporaire, d'accueil permanent ou semi-permanent, ce qui permettait de mutualiser les frais de l'aide à la vie quotidienne. Il y a eu aussi cette idée de créer des lieux de socialité chez l'habitant, via l'organisation de journées thématiques et de rencontres intergénérationnelles, ce qui permettait aux personnes de se rencontrer, de créer des liens. Et il y a eu aussi, ce qui était intéressant dans ce projet, l'aménagement d'un accompagnement de la personne qui s'appuyait sur une articulation entre donc, l'aide professionnelle et l'aide bénévole, donc l'aide de la famille, des voisins, de la famille proche ou élargie. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, c'est la dynamique locale de solidarité qui a été consolidée, puisque dans ce cas, l'accompagnement de la personne dépasse le seul cadre de l'habitat et s'inscrit dans un environnement plus élargi, donc celui de la communauté d'appartenance du village, en s'appuyant sur les ressources solidaires de ce village. Bon, à noter aussi que c'est un dispositif qui ne s'adressait pas uniquement aux personnes vieillissantes, c'était un dispositif qui s'adressait aussi aux aidants, puisque il y a eu des groupes d'entraide qui ont été créés via ce projet pour apprendre à gérer collectivement, pour être accompagné en tant qu'aidant dans l'accompagnement de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, donc j'en ai fini avec certaines des caractéristiques typiques de ces habitats alternatifs. Je vais maintenant parler de leurs limites, ou en tout cas certaines des limites qu'on peut observer quand on traite de ce sujet. Alors je ne vais pas toutes les citer, je vais juste en évoquer quelques-unes. Alors la première qu'on peut citer, qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs pas uniquement dans le champ de la vieillesse, mais dans tout type, je pense, d'innovation sociale, c'est la fragilité de certains projets qui ne tiennent pas nécessairement sur la durée. Donc les habitats alternatifs, généralement, se situent à la marge, hors cadre et hors normes,
ce qui fait que les porteurs de projets peuvent avoir des difficultés à créer un montage juridique et financier qui soit durable. Ils ne sont pas toujours soutenus par les politiques locales, soutien qui pourrait permettre d'aider à les pérenniser. Alors ça, c'est une limite qu'on peut identifier. Alors il y en a une autre qui est assez propre aux habitats dits autogérés, donc qui sont gérés par les habitants eux-mêmes. C'est les conflits internes entre les membres d'un collectif ou entre les habitants qui peuvent limiter la continuité ou la pérennité d'un projet. Ce que j'ai pu noter aussi comme limite, c'est le fait que dans certains cas, les éventuels bénéficiaires des initiatives mises en place portent peu d'intérêt à l'initiative qui leur est proposée. Et généralement, dans certains cas, ils restent assez méfiants et ils ne croient pas vraiment à la viabilité de l'initiative qui leur est proposée. Ils préfèrent se tourner vers des modèles plus classiques comme la maison de retraite ou l'aide à domicile. Alors, une dernière limite qu'on peut évoquer, dont on a déjà un petit peu parlé ce matin, c'est la difficulté de créer du lien social autour d'une initiative. Donc, parfois, ça reste des projets qui sont isolés, sans que de véritables liens avec l'environnement extérieur ne soient consolidés. Il y a des fois des difficultés aussi à activer la solidarité locale. Et justement, dans certains cas, ces espaces qui se veulent ouverts demeurent des espaces de confinement ou de retranchement sans qu'il y ait vraiment de respiration avec l'environnement extérieur, alors que c'est justement ce qui était prévu originellement. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment construire du lien social, comment favoriser le vivre ensemble et comment penser collectivement le vieillissement et notamment le vieillissement de personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors j'avais une ouverture en guise de conclusion, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Parce que je pense que j'ai dépassé un petit peu le temps. D'accord, donc je continue. Donc, merci. Donc en fait, je voulais en guise d'ouverture parler d'un projet que je suis actuellement, qui est en cours d'expérimentation et qui réfléchit à l'ensemble de ces problématiques de mise en œuvre pour essayer de dépasser donc certaines des limites que je viens d'évoquer. Donc c'est un projet transfrontalier, donc franco-allemand, donc, il s'intéresse à la question suivante, donc comment vivre et habiter ensemble à tout âge, même en situation de fragilité. Et donc, c'est un projet qui s'inscrit dans une perspective citoyenne, participative et solidaire, et qui cherche à favoriser donc l'implication des habitants d'un quartier populaire strasbourgeois et d'un village alsacien à des projets de réhabilitation et d'habitat. L'enjeu est ici donc de penser collectivement l'épreuve du vieillissement et le réaménagement d'un territoire pour y répondre. Alors, dans un premier temps, ce qui a été fait, c'est donc de faire l'état des lieux d'un territoire. Donc, des études ont été menées sous forme de questionnaires pour faire le point sur les traits caractéristiques du territoire en termes de catégories sociales, de groupes d'âge, de situations d'isolement. Il y a des groupes de réflexion interdisciplinaires qui ont été mis en place, donc ce qui a permis de faire dialoguer différents types d'acteurs, donc des élus locaux, des experts, des architectes, des représentations d'associations de retraités, des acteurs du monde de la gérontologie, des porteurs de projets. Alors, ce qui est prévu pour la suite, c'est de mettre en place des instances de consultation pour questionner la population locale via l'aménagement d'espaces de convivialité, donc sous forme d'ateliers de discussion, d'événements comme des repas de quartier. Alors l'idée dans ce projet, qui pour le coup juste une expérimentation, c'est de consulter la population et de faire remonter ce que veulent les gens et donc la nature de leurs besoins, de favoriser l'implication de la population locale dans les réflexions qui sont menées afin de penser collectivement l'approche du vieillissement, et aussi de créer une synergie entre l'ensemble des services qui sont déjà mis à disposition sur le territoire pour créer un réseau de soutien qui s'appuie sur différentes logiques et différents supports qui sont déjà mis à disposition sur le territoire. Donc par exemple, utiliser à la fois les ressources en termes d'action gérontologique, donc l'intervention de professionnels et d'acteurs issus du champ de la gérontologie, associée à l'activation de solidarité de voisinage, au bénévolat et à l'implication des acteurs du monde associatif qui sont présents sur les territoires. Tout cela ajouté à de nouvelles formes d'habitat qui pourraient compléter un petit peu ce réseau de soutien et d'entraide qui se consolide.
Alors, ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est que l'idée, c'est pas uniquement d'optimiser un service ou une modalité d'hébergement en particulier, mais de faire dialoguer différents types d'aides pour créer un réseau de soutien multiple qui soit décloisonné. Donc, pour éviter l'hermétisme et favoriser le dialogue entre différentes modalités d'accompagnement qui sont présents sur le territoire. Donc, c'est une démarche qui n'est pas propre à la France, puisque c'est des choses qui ont déjà été expérimentées en Allemagne. Alors, ça s'appelle le concept de quartier en Allemagne, et donc c'est un concept qui a pour particularité justement de regrouper une diversité de formules dans un même projet, donc des résidences services seniors, des habitats autogérés, des locales de rencontre, des petites unités de vie, des hébergements temporaires, des colocations à responsabilité partagée, ce sont des colocations pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et des maisons de retraite, tout cela en sollicitant l'implication et la participation des habitants. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.